fabriquer les électrons parce qu'ils sont trop rapides, et puis ils sont dans ce qu'on appelle un nuage de probabilité. Ah ouais, un nuage de probabilité. Donc on n'en a jamais vu, mais on suppose qu'ils existent. Bien. Comment on explique la transmutation? Ah, la transmutation, il faut beaucoup d'énergie. Il faut un accélérateur de particules qui va utiliser des mégawatts, des gigawatts. Et vous fabriquez combien de matière? Oh bah, 1 milligramme, 2 milligrammes. Ah bah merde. Ils arrivent quand même à fabriquer 1 ou 2 milligrammes. Moi, avec 9,6 milliwatts, j'arrive à fabriquer 400 grammes de matière. Qui se trompe? Moi ou les pseudo-scientifiques, je dirais, avec leurs gigantesques joujoux, qui ne fabriquent pas grand-chose comme matière? On peut se poser la question quand même. Hein? Et bien en fait, c'est parce que le modèle physique, il n'est pas tout à fait exact, il n'est pas bon du tout d'ailleurs. À part l'électron. Les électrons n'existent pas. La matière qui se constitue à partir de ce qu'au début du siècle, je veux dire par là les années 1900, on avait appelé l'éther. Et on a essayé de prouver l'existence de l'éther. Par l'expérience de Michelson, et puis je ne sais plus le nom de son. Morley, oui, Morley-Michelson, voilà, c'est ça. Donc, ils ont essayé de prouver son existence par une expérience, effectivement, mesurant la vitesse de la lumière sur 3 ou 4 axes, je ne sais plus, 3 axes. Et ils devaient trouver une différence sur l'un des axes, parce que la Terre se déplaçant dans l'éther, ça devait produire une différence au niveau de la vitesse de la lumière. Malheureusement, ça n'en a pas produit. Et pour cause, parce qu'en fait, vous avez tout un système mécanique autour de ça. Vous avez le Soleil qui se déplace autour du noyau de la galaxie. Vous avez la galaxie elle-même qui se déplace aussi autour de notre orbite. Vous avez la Terre qui tourne autour du Soleil. Et tout ce petit monde-là entraîne avec lui l'éther qu'il y a autour de lui. Moi, j'appelle ça, non pas l'éther, mais les élastères. Les élastères sont des particules qui composent effectivement l'espace-temps. Ces élastères, c'est un milieu superfluide dans lequel, effectivement, on peut se déplacer à des vitesses au-delà de la vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière n'est pas une limite. Non. C'est en fait la vitesse de transmission d'un signal d'élastère à élastère. C'est tout. C'est cette limite-là. Donc, ces élastères, qui constituent effectivement l'espace-temps, lorsqu'ils sont comprimés avec des ondes scalaires, car les ondes électromagnétiques utilisent les élastères pour se déplacer, mais les ondes scalaires ont un effet sur les élastères. Elles sont effectivement capables de les comprimer dans des conditions précises. Et si elles les compriment, eh bien, on va pouvoir fabriquer de la matière. Alors, comment est constituée la matière? Vous voyez, je vous ai mis 2 atomes. Un atome d'oxygène, un atome d'hydrogène. En fait, on voit que l'élastère central, le plus petit, est particulièrement comprimé. Une deuxième couche vient dessus, un peu moins comprimée. Une troisième couche vient dessus, un peu moins comprimée. Une quatrième couche. L'atome d'hydrogène est constitué de 5 couches. Ça permet d'expliquer les fameuses, je crois que c'est 215 raies d'absorption d'émission au niveau de la lumière. On les retrouve grâce à ce système-là. Et en rajoutant une couche, vous passez au corps suivant dans la table de Mendeleïev, à savoir, je crois que c'est l'hélium. Mes souvenirs sont un peu vagues là-dessus, parce que là, j'ai rapidement abandonné toutes ces notions qui sont un peu périmées. Et vous rajoutez encore une autre couche, vous passez un autre corps, etc., etc. Vous arrivez jusqu'au dernier de la table de Mendeleïev, qui est constitué de je ne sais combien de couches d'élastères de degrés de compression différents. Et le central, à un moment donné, quand il y a suffisamment de couches, il réduit de taille. C'est-à-dire que là, vous allez avoir d'autres particularités au niveau de la matière. Ça explique effectivement les particularités qu'on peut avoir au niveau des métaux, des conducteurs, au niveau des gaz, etc., etc. Et enfin, comment ça se présente effectivement dans l'eau? H2O, vous avez donc notre molécule d'oxygène au milieu, sur laquelle il y a 2 atomes d'hydrogène, vous voyez, de part et d'autre. Et autour de cet atome, cette molécule d'eau, vous avez toujours les élastères qui sont présents et qui font la liaison atome à atome. Et ces élastères, ce sont eux qui ont effectivement la taille requise pour mémoriser l'information.
ces élastères. Et ce sont eux qui sont responsables effectivement de la mémorisation de l'information dans l'eau. Et curieusement, il n'y a que dans des liquides qu'on peut arriver à transmuter ou à multiplier la matière. Parce qu'ils sont déjà en partie comprimés, les élastères, dans un liquide. En fait, c'est ce qu'on peut constater par les phénomènes de réfraction lumineuse. En fait, la lumière, quand elle pénètre dans son milieu, elle rencontre quelque chose de différent, se propage différemment, et là, on a effectivement une réfraction de la lumière. C'est un peu plus compréhensible comme ça. Et enfin, le fait que ce soit des particules qui constituent l'espace-temps, ça permet de comprendre pourquoi les ondes électromagnétiques peuvent avoir un comportement corpusculaire ou ondulatoire, tout simplement. Donc, la mémoire de l'eau, qui n'est pas effectivement réellement dans les atomes d'eau, mais dans les élastères, va avoir une importance. Vous avez entendu parler ce matin, je crois, de la limite de Helmholtz. Moi, je ne pense pas le problème. Helmholtz, je ne sais plus comment on dit. Comment tu disais ce matin? À quel sujet? La limite de Helmholtz. La limite de Helmholtz. Oui, bon, d'accord. C'est pas grave. Bon, c'est une limite qui apparaît lors des divisions cellulaires. Et cette limite, qu'au jour d'aujourd'hui, aucun biologiste ne peut expliquer. Il se trouve qu'il considère la cellule de façon un peu trop fragmentaire et pas assez généraliste. Vous avez une membrane, vous avez un noyau contenant l'ADN. Qu'est-ce que contient l'ADN? L'ADN contient l'ensemble des comportements cellulaires depuis l'origine de la vie sur Terre. Comportements cellulaires en fonction de son environnement. Son environnement, c'est RH2, pH, résistivité. En effet, quand la vie est apparue dans l'eau, pour commencer dans les océans, les petites cellules, quand elles se promenaient, elles rencontraient des conditions différentes. Il y a des endroits où l'eau était moins salée, plus exposée au soleil, moins exposée au soleil, plus exposée aux ondes radio, moins exposée aux ondes radio, avec un champ magnétique plus fort, moins fort, etc. etc. Les cellules, elles avaient deux options possibles. Elles s'adaptaient ou elles disparaissaient. Donc quand elles s'adaptaient, eh bien, l'information était engrangée dans l'ADN. C'est pour cette raison que l'ADN est aussi long dans le noyau cellulaire. Il fait, je crois, 1,50 m de long. Et surtout, contrairement à ce qu'on vous dit, la limite de Helmholtz, c'est pas la molécule chargée de la duplication qui s'appelle la télomérase, qui se déplace sur un rail et qui tombe parce qu'effectivement le rail n'est pas assez long pour dupliquer tout l'ADN. Alors ça, c'est une explication pour gamin de 6 ans, même pas 8 ans. En fait, c'est pas ça qui se passe. Vous avez un programme de base, l'ADN. Il reste 5 minutes seulement. Wow. Ouh là là. Bon, ça va être le cours accéléré. Vous avez donc une information qui est traitée en permanence par la cellule, qui vient dans l'eau de la cellule. Elle traite cette information en permanence. Mais c'est en fait une boucle réentrante, c'est-à-dire que toute information traitée reste dans la boucle et permettra effectivement de traiter les informations suivantes. Ça veut dire que s'il y a une information parasitaire, elle reste dans la boucle rétro-entrante. Elle reste à chaque fois dans cette boucle. Et elle va perturber toutes les informations rentrantes par la suite. Elle va perturber le fonctionnement cellulaire. Et à un moment donné, à force d'emmagasiner des informations parasitaires, l'information présente dans la mémoire à court terme, l'eau, va être en conflit avec l'ADN. Résultat des courses, la cellule ne sait pas gérer le conflit, elle arrête la division, limite de Helmholtz. Voilà comment ça se passe. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, il y a quelques années, j'ai inventé plusieurs appareils qui permettent effectivement de... Comment? Qui permet d'enlever cette information parasitaire en toute chose. Tout ça pour vous dire que le vieillissement, c'est pas une seule chose, c'est 4 choses. La première, c'est des radicaux libres qui sont présents. Les radicaux libres sont des molécules qui sont gourmandes en électrons. Elles vont capter des électrons. Or, la vie, ce sont des électrons, ce sont des charges électriques.
C'est pour ça qu'effectivement la cellule peut fonctionner. La deuxième, le stress. Le stress est oxydatif. Or, la vie a besoin, pour s'épanouir, non pas d'être oxydée, mais d'être plutôt réduit. C'est ce qu'on appelle le RH2. Le troisième, c'est la perte de charge électrique. Non, c'est la perte de charge scalaire. Qu'est-ce qu'il y a encore? On va découvrir aussi perte de charge électrique aussi. Le résultat des courses, c'est qu'effectivement apparaît le vieillissement. Et curieusement, certains des appareils permettent effectivement d'éviter le stress oxydatif, la perte de charge scalaire et la perte de charge électrique par augmentation de la résistivité de l'eau présente dans le corps. Il se trouve que ce petit appareil, le médaillon, a été primé, je crois, 8 fois au Salon international de l'invention. Ils n'ont pas pu faire autrement parce qu'effectivement, il s'agissait d'une découverte fondamentale. Et donc, il existe des moyens, effectivement, pour lutter contre les méfaits des ondes électromagnétiques, contre l'électrosensibilité aussi, par la même occasion, contre certaines pathologies que la plupart des médecins vous disent incurables, ce qui est complètement faux, parce qu'en fait, la plupart des maladies sont des maladies de terrain. Problème de pH, RH2, résistivité dans l'eau de votre corps. Tout simplement. C'est ce dont parle la bioélectronique de Luc Vincent. Moi, vous voyez, je ne vous ai pas parlé de chiffres au niveau de la bioélectronique. Je suis resté très général et je vous ai expliqué ce qu'est le vieillissement, ce qu'est la perte de la bonne santé et pourquoi. Donc maintenant, je peux laisser la place aux questions. J'espère que, malgré tout, ça vous a plu, même si je n'ai pas tellement parlé des ondes scalaires. Vous avez dit que les électrons, ça n'existe pas. Oui. Là, un dernier, là, vous avez dit. J'ai précisé que je dois appuyer. Oui. Perte de charge électrique. Ouais. J'ai précisé quand même que j'allais m'appuyer sur ma vue modèle physique, parce que je ne peux pas trop rentrer dans le détail au niveau des électrons, parce qu'il faudrait que j'explique ce qu'est l'électricité, et je serai obligé de rentrer dans l'énergie libre. Donc, oui, d'accord. Donc, oui, mais moi, j'ai peut-être pas le temps. Je veux dire par là que je ne ferai peut-être pas de vieux os. Comment ça, pourquoi? Merci, mais non merci. Voilà, bonjour. Je voulais savoir si, par exemple, la ionisation ou les ondes scalaires peuvent aider des personnes atteintes d'Alzheimer. Atteinte d'Alzheimer. Alzheimer, c'est une maladie qui apparaîtrait en principe par la surconsommation d'aluminium, qui court-circuite un petit peu les échanges électriques au niveau des neurones du cerveau. Il se trouve que j'ai eu plusieurs cas d'Alzheimer sur la table de thérapie, des médecins qui utilisent mes appareils, et ça a été pour eux l'étonnement. Ils s'occupaient d'une personne, ils venaient de recevoir la table, une personne qui souffrait d'Alzheimer. Elle est montée sur la table, elle a fait sa petite séance de 30 minutes, et quand elle est redescendue, elle a empoigné son téléphone portable, elle a commencé à appeler tout le monde. Et à engueuler certaines personnes. Elle a retrouvé effectivement son mauvais caractère. Ça répond à votre question? Bon, c'est pas si extraordinaire que ça, la plupart du temps. Ça, c'est un cas typique. Et il se peut qu'effectivement, ça mette un petit peu plus de temps. Mais le résultat, il est toujours là. Oui? Bonjour. Bonjour. Je voulais juste d'abord vous remercier. Je suis en train de lutter contre la maladie de Lyme. Oui. Et je suis devenue électrosensible. C'est vous qui demandiez un médaillon? Et oui, et ça m'aide énormément. Donc je vous remercie beaucoup pour ça. Et je voulais savoir un peu comment ça marche. Comment est-ce que ce petit appareil, comment peut-il fonctionner? Parce que c'est un appareil. En fait, vous avez une coque en poly machin chose, dans lequel je mets un dispositif électronique que je noie dans une résine.
une résine, je ne sais même plus ce que c'est, enfin bref. Cet appareillage électronique va utiliser tout l'environnement électromagnétique, quel qu'il soit, dans la polarité verticale pour le mettre dans la polarité horizontale. Il va agir sur l'eau circulant dans le corps et il va progressivement augmenter sa résistivité et abaisser son RH2. Résultat, il va avoir un effet sur l'ensemble des cellules dans le corps, doucement, progressivement. Vous me direz, mais moi je suis en bonne santé, je n'ai pas besoin de le porter. Ah, si vous voulez vivre que 70 à 80 ans, c'est où ça regarde. Et encore, vous vivrez certainement beaucoup moins que ça avec les pollutions électromagnétiques. Par contre, si vous avez envie de retrouver de l'énergie, de prolonger, je ne dis pas de doubler ou tripler votre durée de vie, mais de prolonger votre vie et de l'amener à 110, 120, peut-être 130 ou 140 ans, ben, c'est peut-être le début de l'approche. Eh ouais, ça c'est ce que j'ai pu découvrir avec mes appareils. Ils commencent à avoir des effets très étonnants sur le vieillissement humain. D'autres questions? Étant donné que vous soutenez que la Terre est croissante au niveau de son diamètre, oui. La résistivité n'est pas la même, enfin, la tension sur la Terre n'est pas la même, donc la vie n'est pas apparue dès le début. Et donc, comment on sait si la Terre ne va pas finir par faire disparaître la vie? Pourquoi? Je ne comprends pas le rapport avec la résistivité. Non, la tension. La tension, quelle tension? La tension électrique? Oui, électromagnétique. Ça n'a pas de rapport. La masse, le poids, enfin la masse est liée à la gravité. Donc, non, justement, ouais. C'est là où vous faites une erreur. On vous a dit, faut que je vous rappelle la physique. On vous a dit, il y en a un, il y a 500 ans, il a dit, la pomme elle est tombée par terre, donc, idée géniale, les corps s'attirent les uns les autres. Ben non, c'est pas ça. Newton, il s'est complètement vautré. En fait, la pomme, il l'a pris sur la gueule. Parce que la gravitation, c'est pas ça du tout. Les corps sont poussés les uns vers les autres. Ok? C'est pas une question de masse. Ça se passe autrement. Et quand on comprend que les corps sont poussés les uns vers les autres, ben on a fait le premier pas pour antigravité. Et oui. Moi, c'est ce que j'ai pu mettre en évidence dans certaines expériences. La poussée scalaire, elle existe. J'ai pu la mesurer. J'ai pu mesurer ça avec un appareil dont la puissance d'émission est inférieure à 1 watt. J'ai pu mettre en évidence que j'avais plusieurs hectopascales de différence. Il y avait une pression qui s'exerçait. Voilà. Donc la gravitation, il n'y en a pas. Les trous noirs, alors là, zéro. Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. La matière qui disparaît, qui réapparaît ailleurs, c'est une foutaise. Complète. Là, je peux vous dire, je sais de quoi je parle. J'ai tout un tas d'expérimentations en physique qui me le démontrent. Je vous écoute. C'est ça pour les médaillons et les appareils que vous développez. Oui. Est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce que d'autres personnes peuvent les développer comme vous? Pardon, est-ce qu'ils sont ouverts? Est-ce que d'autres personnes peuvent les développer ou est-ce que c'est breveté ou... Ah bah bien sûr qu'ils sont brevetés. Bien évidemment, pour aller au Salon international de l'invention, il faut déposer des brevets de l'invention. Et oui. Et vous, ça vaut bien? Les appareils sont vendus ici sur le salon. J'ai voulu faire un prix spécial pour les lecteurs de Top Secret. Je les vends 180 €. Je les vends 150 €. Et ils ont une petite pochette en supplément pour les protéger. Voilà, ben oui, mais bon, l'effort on peut le faire à un moment donné, mais au démarrage, c'est difficile. Hein, parce que je peux vous dire que ça fait quand même 18 ans que je galère. Vous avez amené que les médaillons, vous avez amené les tapis scalaires là mais... Non, je n'ai pas amené ma table. Ah merde. Non, je ne pouvais pas. Ça n'était pas possible. Merci Dominique, on est arrivé au temps.
conférence sur Daniel Balavoine, l'affaire Daniel Balavoine, donc, qui commence par une chanson très émouvante, un texte très émouvant. Partir avant les miens. Il est bien parti avant les siens, Daniel Balavoine. Donc, c'était un visionnaire, c'est quelqu'un qui avait des prémonitions extraordinaires, formidables. Alors, l'affaire Daniel Balavoine, de quoi s'agit-il? Il s'agit de sa mort. Daniel Balavoine n'a jamais été mêlé à une affaire louche. Par contre, sa mort est très louche. Et je m'en suis rendu compte. Alors, sous le sable du Dakar, il y a une autre vérité en effet. Je vous rappelle les faits tels que la version officielle nous les a communiqués. L'histoire commence le 14 janvier 1986 dans le désert du Mali, au cours du rallye Paris-Dakar. Daniel Balavoine ne participe pas en tant que concurrent. Il avait participé en 83, je crois, avec Jean-Luc Roy à ce rallye Paris-Dakar. Mais là, il était là pour installer des pompes à eau. Pourquoi? Parce qu'il s'était rendu compte qu'il y avait une telle misère en Afrique que, comme il le disait d'ailleurs, voir des enfants manger des mouches, c'était insupportable. Donc, le 14 janvier à 19h, en effet, un hélicoptère a percuté une dune. Il y avait, paraît-il, un très fort vent de sable. Ils étaient 5 à bord de cet hélicoptère. Daniel Balavoine, bien sûr, Thierry Sabine, l'organisateur du rallye, le pilote François-Xavier Bagnou, la journaliste Nathalie Audan, du journal du dimanche, et le technicien radio Jean-Paul Le Fur. Ça, c'est la version officielle. Il se trouve que j'ai été directement interpellé par rapport à cette affaire. J'ai toujours cru personnellement qu'il s'agissait d'un accident. Alors, j'ai été interpellé de quelle manière? Alors, très curieuse. Mon fils Olivier est décédé en 1995, brutalement. Il avait 21 ans. À l'époque, je ne croyais pas à la vie après la mort et encore moins au message de l'au-delà. Il se trouve que, immédiatement après son décès, j'ai été interpellé, moi-même et mon épouse, mon ex-épouse, par ces manifestations. Manifestation très concrète, puisqu'il est apparu à plusieurs reprises. Et un an plus tard, j'ai reçu des messages de sa part. Donc les messages de l'au-delà ne sont pas des fables, à partir du moment où on peut les valider. C'est ça qui est intéressant. Il ne s'agit pas de prendre tout ça pour argent comptant, il faut valider les messages. Alors là, vous avez l'exemple d'un grand médium brésilien qui s'appelle Chico Xavier, qui est mort à l'âge de 92 ans en 2002. Il a écrit 400 livres. C'était vraiment, je pense, le plus grand médium mondial connu. Et il a, lui, grâce à un message qu'il a reçu, d'ailleurs, ça c'est un article du journal Le Monde, il a, grâce à un message reçu d'une personne décédée, il a pu aider la police à innocenter le coupable, qui n'était autre que le mari, accusé de meurtre. Or, la défunte a donné des informations que la police a pu vérifier et qui ont permis de l'innocenter. Donc ça veut dire que l'au-delà, quelquefois, intervient dans nos affaires terrestres pour nous aider justement à éclairer certaines situations qui ne sont pas claires et dans le cas présent, à innocenter un accusé. Eh bien, c'est un peu ce qui se passe avec l'affaire Balavoine, sauf que là, on ne va pas innocenter des accusés, puisque des accusés, nous n'en connaissons pas. Enfin, je les connais, moi, aujourd'hui, des accusés. Mais on est là pour révéler une vérité, grâce à l'au-delà. Alors, il se trouve que les communications avec Olivier ont commencé le 4 septembre 1996, où là, il nous a délivré, donc je communique avec un pendule, c'est très télépathique ma méthode de communication, très surprenante d'ailleurs, moi-même je suis toujours surpris de la façon dont ça se passe. Et voilà, bon, des messages personnels, des messages aussi sur l'évolution du monde, sur la planète. Hein. C'est un garçon qui était très inquiet par rapport à tout ça. Et puis il se trouve que le 4 septembre, il me parle d'un Daniel. Le 4 novembre, il me parle d'un Daniel. Mais je ne sais pas qui est ce Daniel, parce que dans notre famille, nous n'avons pas de Daniel. Lui-même n'avait pas de Daniel parmi ses amis. Donc je ne sais pas qui c'est et je ne pose pas de questions.
Au printemps 97, donc quelques mois plus tard, il évoque plusieurs personnalités dans ses messages. Il évoque Coluche, Claude François. Cette fois-ci, il donne son nom, Daniel Balavoine. Il parle de Mitterrand également, il me parle du commandant Cousteau, un admirateur du commandant Cousteau, de Charles de Gaulle, mais enfin bon, rien à dire par rapport au niveau d'évolution de ces gens, c'est ça qui m'intéressait. En tout cas, rien sur la façon dont les uns ou les autres sont décédés. Pour moi, à l'époque, en 97, Coluche comme Balavoine, comme Claude François, on n'en parlera pas, mais Coluche et Balavoine étaient morts dans un accident de moto pour l'un, d'hélicoptère pour l'autre. Je ne me suis jamais posé de questions, et j'ai continué pendant 7 ans mes communications avec l'au-delà, avec Olivier. Pendant 7 années, il ne s'est rien passé. Il se trouve qu'en janvier 2004, tout démarre. En janvier 2004, je regarde une émission hommage à Daniel Balavoine. Vous savez, le Dakar, donc chaque début d'année, en janvier, il y a toujours un hommage. Et là, je regarde effectivement cet hommage, et l'hommage en question me sidère quand même. Alors, cet hommage qui est passé sur France 3 après le soir 3, après le soir, donc en fin de soirée, je l'avais enregistré, et je l'ai regardé le lendemain. Et il se trouve que dans cet hommage, on a plusieurs personnes qui interviennent. On a entre autres une des sœurs de Daniel Balavoine, Marie-Françoise Balavoine, et il y a un autre personnage qui intervient aussi, il y en a plusieurs, il y a Jean-Luc Croix, il y en a encore un autre, dont je ne vous dirai pas son nom d'ailleurs, qui est directement concerné, lui. Donc, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que quand ce personnage intervient, il est intervenu à plusieurs reprises, mais surtout sur la fin de l'hommage, Marie-Françoise intervient après lui, et elle dit quelque chose qui m'intrigue vraiment, et ce que je comprends, en fait, on m'a envoyé un message qui a été légèrement déformé par rapport à ce qu'elle a dit. Ce que je comprends, c'est que celui qui s'était exprimé avant elle, il n'est pas clair. On avance. Et le mardi 13 janvier 2004, après l'émission, là, je reçois un message le soir, et là, je suis poussé vraiment pour faire cette communication. Donc là, vous n'avez qu'un extrait de ce message. J'ai coupé volontairement. En tout cas, bon, dans ce message, qu'est-ce que je retrouve par rapport à Daniel Balavoine? Je retrouve quelqu'un qui est très engagé, très combatif, toujours, comme il l'était. Les coups de gueule, vous vous souvenez. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? Partez à l'assaut de toutes les citadelles qui gouvernent le monde. Il faut avoir du culot. Je l'ai fait en mon temps. J'ai provoqué ces individus qui parlent avec le mensonge à la bouche. On vit dans la société du mensonge, on le sait. Les êtres qui vous gouvernent sont de dangereux prédateurs. Ils n'ont pas de scrupules pour s'imposer partout où ils le peuvent. La seule chose qui les intéresse, c'est le pouvoir. Porter des coups sévères à ces individus. Il ne s'agit pas d'aller leur mettre des coups de poing, évidemment. Il faut les déstabiliser. Alors, le 13 janvier était intéressant à retenir. On le retrouvera tout à l'heure. On retrouvera tout à l'heure la date du 13 janvier. Et alors, comme j'ai ce message, il faut absolument que j'en parle à la famille Balavoine. Je trouve le numéro de téléphone de Marie-Françoise Balavoine, je téléphone à la famille Balavoine, et là, je ne tombe pas sur elle parce qu'elle était en déplacement. Et je tombe sur son mari. Donc, voilà, je lui dis, je me jette à l'eau, vraiment. Donc, je lui dis, je communique avec mon fils, vous pouvez peut-être me prendre pour un fou, mais peu importe, pas grave. Et il me dit, mais pas du tout. Il me dit, mais pas du tout, parce que j'ai moi-même perdu un jeune dans un accident de moto, et j'ai également eu des manifestations de sa part. Je tombais bien. C'était en l'occurrence le mari de Marie-Françoise Balavoine, M. Maestre, et je lui dis à la fin de l'entretien, écoutez, j'ai le sentiment qu'il y a, c'est exactement ça que je lui ai dit, j'ai le sentiment qu'il y a une intrigue autour de cette mort, et qu'on ne nous a pas dit toute la vérité, qu'en pensez-vous? Et là, il est resté totalement silencieux. Bon, j'ai pas insisté, j'ai envoyé ce message, j'ai envoyé mes coordonnées avec, et je n'ai jamais eu de nouvelles de la part de ces gens-là. Le 9 février 2004, Olivier me dit dans un message, la date réelle de sa mort, la mort de Daniel Balavoine, n'est pas le 14 janvier, mais le 13 janvier. C'est encore une magouille politique pour disperser les cartes, car l'enquête diligentée immédiatement après l'accident aurait pu découvrir des faits troublants, complètement effacés le lendemain. C'est quand même incroyable comme information. Dire comment on peut cacher pendant une journée
un accident avec tous les témoins qu'il y a sur le Dakar. On est d'accord. C'est plutôt énorme. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les messages sont bien gentils, et je suis toujours avec les pieds bien sur terre, et j'aime bien les valider. Le 11 février 2004, Daniel Balavoine communique un message. Donc là, je vous mets des extraits de messages, on n'a pas le temps d'aller dans le détail. Là, il s'adresse à... C'est un message très ironique, hein, c'est de l'humour un peu noir. Et il s'adresse à ses assassins en leur disant « Chers assassins, bon, voilà, la mort que vous avez provoquée, ma mort devait se produire dans les mois suivants, je devais être victime d'un accident automobile. Merde, pas de pauvre. Ils auraient pu attendre ça. Je suis désolé de vous le dire, mais toute votre stratégie n'aura servi à rien, si ce n'est de vous retrouver bientôt, et pour certains d'entre vous, c'est déjà le cas, face au tribunal de votre âme et de votre conscience. Très intéressant ce qu'il y a à la fin. Face au tribunal de votre âme et de votre conscience. Notre conscience est notre tribunal, notre juge. Le 19 février, Olivier Dresdé, un portrait robot du saboteur. Alors là, c'est pareil, vous n'en avez qu'un extrait, hein, mais bon, cette personne est un homme charmant, bien sous tout rapport. Voilà, on lui donne le bon lieu sans confession, c'est le dernier de tous les suspects possibles qui pourraient être accusés, et c'est vrai. Alors, ce que je peux quand même vous dire d'ores et déjà, c'est que Daniel Balavoine n'était pas le seul visé dans cette affaire. Comment cela s'est-il passé? On est toujours dans les messages de l'au-delà. L'hélicoptère a été saboté au niveau du rotor de queue. Vous avez l'axe du rotor de queue de l'hélico de Sabine, en l'occurrence. Et donc vous le voyez, l'axe. Rien de plus facile que de saboter un axe. C'est un message du 12 juin qui nous l'apprend. 2008. Alors, grande question, mardi 14 ou lundi 13. Quand même pas la même chose. Hein. On avance. Et nous avons les premières confirmations, et là nous avons une émission, 25 ans de Starmania, anniversaire, hein, sur France 2, donc avec Daniela Lombroso. Et au cours de l'émission, donc là on a la vidéo, hein, elle dit, alors pas elle, mais la commentatrice qui parle de l'action humanitaire de Daniel Balavoine, elle dit, mais alors avec tranquillité, la commentatrice, hein, c'est là, dans la nuit du 13 janvier, qu'il est victime d'un accident d'hélicoptère. Dans la nuit du 13 janvier 1986, qu'il est victime d'un accident d'hélicoptère. Donc la vidéo est là, mais on n'a pas le temps, il faut qu'on avance. Mais cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur Internet, il n'y a aucun problème. Alors, j'ai contacté évidemment ces gens-là. Hein. J'ai eu la secrétaire de Daniela Lombroso à 2 reprises. Évidemment, je n'ai jamais eu de réponse à ma question. Alors, là aussi, on a un document intéressant. Là, vous avez Patrick Chen à gauche, vous connaissez, ce journaliste. Et vous avez à droite Patrick Fourtic, hein, c'est lui qui gérait la flotte aérienne du Dakar. Et là, alors là, vraiment, donc là, vous avez le carnet de bord qui est sorti des débris d'hélicoptère, des débris du crash. Hein. Le carnet de bord est là. Et qu'est-ce que nous dit Patrick Chen? Donc ça, c'est le journal du 20 janvier 86. Ben, il nous dit sans état d'âme que le carnet de bord s'arrête au 12 janvier. Vous voyez? Donc l'hélicoptère, il a volé le 13. Le 13, c'était la journée de repos à Niamey, mais on sait que l'hélicoptère a volé. Il a volé le 14, et pour cause, puisque l'accident est censé s'être produit le 14 au soir, mais le carnet de bord s'arrête tout de même au 12 janvier. Bon. Alors, le 13 janvier, que s'est-il passé? Un message nous dit, l'hélicoptère a bien redécollé assez tard, ce qui explique le réveil de Marc Pécou. Il était environ minuit lorsqu'il fut réveillé, l'accident s'est produit vers 23h. Qui est Marc Pécou? Marc Pécou, c'est un diplomate qui est intervenu lors de notre émission chez Jean-Claude Carton en décembre 2005. Il est intervenu en tant que témoin, en disant qu'il a été réveillé en pleine nuit par les gens du Dakar qui étaient affolés. Pleine nuit, il dormait, il n'était pas content d'ailleurs d'être réveillé. Il était donc à l'ambassade de Nouakchott en Mauritanie. Et il nous dit, voilà, moi on m'a réveillé en pleine nuit, c'est pas content du tout. Et on m'a demandé si je connaissais un hôpital pour accueillir des blessés d'un accident d'hélicoptère qui venait de se produire. Celui-là, en l'occurrence. Bon, et alors, en plus,
Marc Pécou, qui a une très bonne mémoire, nous dit ça s'est pas du tout passé dans la nuit du 14. Hein. Il nous dit ça s'est passé dans une nuit de week-end, je m'en souviens très bien. Alors là, week-end, c'est quand même encore un point d'interrogation, parce que le 13, c'est un lundi, ce n'est pas un week-end. Sauf que si on regarde un petit peu ce qui s'est passé en Afrique et en Mauritanie en particulier, le lundi 13 janvier 86, c'était le nouvel an berbère. Voilà. Et là, je téléphone à un employé de l'hôtel Gaoué à Niamey. Il s'appelle Jean-Marie Da Silva. Lui, il me dit des choses très intéressantes, Jean-Marie Da Silva. Chargé de la communication à l'hôtel Gaoué. Je me souviens très bien de cette soirée. Il est venu avec son petit hélicoptère. Vous voyez, le 13 au soir, il est venu avec son petit hélicoptère, qu'il a même posé juste sur le parking. C'était 2 ou 3 dans l'hélicoptère. Ils sont partis un peu tard. J'ai souvenance effectivement de ce départ. À l'hôtel, on nous a annoncé son décès, son crash. Je ne sais pas qui a pris les commandes. Hein, vous savez qu'il y a eu une polémique entre est-ce que c'est Sabine qui pilotait ou le pilote, François-Xavier Vignoux. Il y avait des journalistes à l'hôtel qui nous ont donné cette information. Quand même énorme. Hein. Je me souviens très bien parce que nous, on s'est même demandé comment il avait pu déposer l'hélicoptère devant notre hôtel. Donc, il y a une vidéo de Gérard Mérigot, on la regardera pas, on n'a pas le temps. Gérard Mérigot, c'était le directeur des sports d'Antenne 2 à l'époque, et qui nous dit qu'en fait, le 13 au soir, ils étaient une bonne quinzaine, hein, tous les anciens du Dakar, des journalistes, et ils ont fait un bon repas, bien arrosé d'ailleurs, à l'hôtel Gaoué, voilà. Et nous savons par des témoins, nous savons par un message et après par des témoins, que en fait, tous ces gens se sont séparés autour de 22 heures. Alors, lors de mon appel, avant d'avoir Jean-Marie Da Silva, j'ai une réceptionniste, et je lui dis, est-ce que vous vous souvenez de cette soirée où Thierry Sabine est venu chez vous? Parce que Thierry Sabine, c'est un dieu en Afrique. Il le vénère. Et alors elle me dit, mais spontanément, c'est pas à la suite de ça que Thierry est décédé au pied. Au pied, on sait, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Alors j'ai regardé un petit peu, donc là vous avez une photo satellite en haut à gauche. Donc là c'est le parcours du